Bonjour à tous, merci. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier rendez-vous de la sécurité numérique. Donc en fait, pour nous, c'est l'occasion de vous présenter un premier support et une initiative qu'on lance et qu'on inaugure aujourd'hui entre plusieurs partenaires pour aller faire des actions de sensibilisation sur la cybersécurité à destination des petites et moyennes structures en Occitanie. Du coup, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, on va faire juste un petit tour de table pour que vous sachiez qui est avec moi aujourd'hui. Donc moi, je suis Audrey Drujon. Je travaille à la Mêlée sur les sujets de cybersécurité et d'inclusion numérique. Bonjour à tous, donc Athéna Calmette. Je suis consultante cybersécurité chez ForMind. Le micro marche, oui. Okay. Et donc ForMind est membre de l'association La Mêlée et notamment participe à la commission sécurité. Caroline de Rebiana, donc moi je suis chargée de mission cybersécurité pour l'agence de développement économique ADOC et je suis en charge du projet Cyberoc qui sera le centre cybersécurité pour la région Occitanie. Victor Poyer, donc j'appartiens aux équipes sécurité du groupe BPCE et je suis spécialisé dans les luttes contre la fraude, qu'elle soit documentaire, accès en ligne ou moyen de paiement. Et Emmanuel Prat, donc moi je suis consultant cybersécurité, conformité, continuité d'activité et je suis co-animateur de la commission sécurité de la Mêlée. Voilà, donc du coup, effectivement, nous avons décidé de lancer une démarche commune pour organiser des actions de sensibilisation à destination des petites et moyennes structures. Entre plusieurs entités, donc notamment la Mêlée avec la commission sécurité. Je vais laisser Athéna expliquer ce que fait la commission sécurité juste après, mais aussi Oxymore, qui est une association en Occitanie que vous connaissez peut-être, qui rassemble et réunit des experts de la cybersécurité et notamment plusieurs grands groupes tels que BPCE, Pierre Fabre ou encore Thales. Et également, nous comptons sur ADOC avec Cyberoc qui va se joindre à la démarche, mais aussi d'autres partenaires qui vont participer à ces événements. On a notamment le SMICA qui va organiser un événement avec nous, l'ANSSI sur qui on peut aussi compter comme relais. Enfin voilà, plusieurs relais et collaborateurs sur ce sujet. Je laisse Athéna expliquer rapidement ce qu'est la commission sécurité de la Mêlée et qu'est-ce qu'on y fait. Alors donc la commission sécurité, donc c'est une des commissions qui existent donc à la Mêlée depuis à peu près une quinzaine d'années maintenant. Qui regroupe en fait les adhérents de la Mêlée, donc qui sont intéressés, qui ont des intérêts donc, dans tous les sujets de cybersécurité. Donc on a plusieurs co-animateurs, donc notamment Emmanuel et moi, mais on en a aussi d'autres, hein, et les adhérents du coup qui souhaitent suivre un peu ces sujets-là. Donc on a notamment des réunions tous les mois qui nous permettent de nous retrouver, d'échanger sur ces sujets, d'avoir des présentations entre nous sur les sujets qui intéressent sur les intérêts qui sont manifestés, on va dire, par les différents intervenants. Donc on peut faire différentes présentations sur un petit peu tous les sujets qui tournent autour de la cyber. Et aussi tout ce qui va être veille d'actualité, donc sur un peu tout ce qui se passe, toutes les news au niveau de la cybersécurité. Et d'autres initiatives, comme notamment celle qui est lancée aujourd'hui, donc avec des actions plus de sensibilisation un peu plus larges, on va dire, à différents acteurs et entreprises. On va le présenter un peu plus en détail après. Voilà, effectivement, on s'est rendu compte qu'on était plusieurs à vouloir faire de la sensibilisation à destination des petites et moyennes structures. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas réunir nos forces pour faire des actions communes. Du coup, je laisse la parole à Emmanuel pour expliquer un petit peu, finalement, c'est quoi les constats. Oui, alors en fait, le constat, il est assez simple et tout le monde s'en aperçoit. Il y a une recrudescence des attaques cybersécurité, une multiplicité des cibles. Donc, comme on peut le voir sur le slide là, on a en quelques chiffres, donc on a beaucoup d'augmentation et on s'est rendu compte que nous, on avait besoin aussi de mutualiser nos forces pour être plus réactifs face à la diversité des attaques. Et également, on s'est dit que le fait sur la sensibilisation qui est le premier rempart, parce que tout un chacun est le premier rempart sur les attaques de cybersécurité, l'idée était de dire, on est parti du constat que travailler ensemble était plus efficace, permettait d'avoir différentes sources pour avoir les supports les plus pertinents et les plus d'actualité, donc les plus ciblés par rapport à ce qui va vous parler pour que vous soyez sensibilisés au risque. Donc, je ne vais pas reprendre les chiffres et vous arrivez à le voir, mais en gros, il y a une très forte hausse de par les technologies et les méthodes d'attaque. Le confinement, le Covid, avec le télétravail, a été un vecteur important. L'autre vecteur, c'est que aujourd'hui, beaucoup de
corps de métier qui ne sont pas orientés sur le côté numérique se tournent de plus en plus vers une extension de leurs applications, que ce soit sur des sites de e-commerce ou que ce soit sur des applications qui sont déportées, qui leur servent à leur métier. Mais du coup, ça donne une multiplicité des vecteurs d'attaque. Donc là, l'idée, nous, de ces supports-là, c'est de venir sur chacune des cibles, essayer de porter la bonne parole sur les bonnes pratiques à mettre en place. Je ne vais pas forcément m'attarder sur les quelques chiffres qui sont là, hein. Vous pouvez les retrouver ailleurs ou vous les retrouvez dans la présentation, mais ce qui est important, c'est que ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'il y a une multiplicité du nombre d'attaques et avec ça un nombre croissant du coût pour les entreprises. Aujourd'hui, quand on parle des ransomware, on parle souvent des rançons, mais l'indisponibilité des services informatiques a un coût de plus en plus important pour les entreprises parce que de plus en plus, elles développent, elles mettent leur fonctionnement qui devient critique à travers ces outils et l'arrêt de ces outils. Alors du coup, comment on va faire voilà. Parce que je vois pas du tout les slides. Donc en fait concrètement, oui c'est vrai. Concrètement, on va aller du coup en Occitanie organiser nos propres événements, donc des actions de sensibilisation en mobilisant les experts partenaires. Donc ça peut être les membres de la commission sécurité, mais aussi les partenaires de la mêlée, les membres et les adhérents d'Oxymore, le réseau du coup Cyberrock. Voilà, toute une communauté qu'on va mobiliser et on va organiser nos propres événements. Mais on va aussi aller se greffer sur des événements existants. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est d'aller sensibiliser les personnes qui ne cherchent pas spécialement à se faire sensibiliser. Parce qu'aller sensibiliser des gens qui font la démarche d'aller se faire sensibiliser, c'est une chose. Mais aller là où on ne nous attend pas, donc typiquement sur un salon du tourisme, ce genre de choses, aller faire des vraies actions de sensibilisation avec un format d'une présentation qui serait homogénéisée et qu'on aurait du coup co-construite avec tous les experts. C'est ça l'idée, c'est aussi d'aller répéter un format qu'on a établi ensemble. Et du coup, je laisse juste Caroline rebondir un petit peu sur le rôle de Cyberrock et puis la mobilisation de la région sur ces actions-là. Oui, alors juste pour un petit rappel, donc en fait la région, ça fait 3 ans qu'on travaille sur le sujet de la cybersécurité et qu'on a décidé de créer un centre régional cybersécurité qui sera créé début 2022. On a déjà un certain nombre d'actions qui sont en place, des groupes de travail. On a un portail Cyberrock qui nous a permis de publier de l'information, parce que c'est la première chose. Pendant toutes les sensibilisations, on a prévu d'évoquer certains sujets. On va faire référence à des documentations. Ces documentations, typiquement, vous les retrouverez sur le portail. Alors, c'est des documentations d'instances nationales, tout à fait légitimes, mais souvent, pour le grand public, c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Donc l'intérêt du portail, c'est de rassembler de l'information et puis de donner accès à d'autres outils dont je ne vais pas parler aujourd'hui, c'est pas le sujet. Par contre, le projet Cyberrock est porté par l'Agence de développement économique ADOC et l'agence est présente sur tout le territoire, dans les maisons de région, puisqu'il y a une à 2 maisons de région dans chaque département. Donc ça permet vraiment de pouvoir toucher tout le territoire, d'être au plus près des personnes et donc on va vraiment pouvoir servir de soutien à cette sensibilisation. Moi je participe aussi à des actions de sensibilisation typiquement avec l'ANSSI et la gendarmerie. Je trouve ça vraiment intéressant qu'on ait une action encore plus complète avec plein d'acteurs différents qui s'impliquent et puis la pédagogie, c'est l'art de la répétition, donc l'idée c'est de revenir, d'aller un peu sur des nouveaux événements, d'avoir des supports qui sont un petit peu calés et qu'on va pouvoir réutiliser, représenter plusieurs fois avec des acteurs différents, avec le soutien de beaucoup de partenaires et vraiment pour que ces sujets diffusent, parce que comme le dit Audrey, et pour avoir fait plein de sensibilisations avec mes partenaires institutionnels, souvent, quand on fait des sensibilisations purement cybersécurité, elles sont estampillées cybersécurité. Le public, c'est des gens qui sont, entre guillemets, déjà acquis à la cause. Et là, vraiment, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure et qu'on arrive à toucher des gens qui ne se préoccupent pas du sujet parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas concernés. Et comme c'était écrit sur la diapo précédente,
un gros pourcentage des petites entreprises qui prennent des attaques importantes de cybersécurité finissent par déposer le bilan. Et ça nous pose un gros problème, surtout qu'en Occitanie, on est à 98% d'entreprises de moins de 10 salariés. Donc, la région se sent vraiment menacée par ce phénomène. Voilà. Super. Alors du coup, juste, qu'est-ce qu'on va retrouver finalement dans cette présentation? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour 360 degrés du type de contenu qu'on va retrouver dans ce support? Alors, on va passer sur la partie démarche et constat qui va effectivement sûrement évoluer. On va retrouver un petit panel des menaces les plus courantes. Donc la plupart du temps, les gens en ont entendu parler, voire les connaissent, mais c'est vraiment accentuer et puis essayer d'avoir des chiffres actualisés. Et ensuite, on va retrouver des focus sur vraiment des méthodes d'attaque et sur comment essayer de s'en prémunir. Donc, on va voir le phishing, qui est un des éléments les plus que les gens connaissent de plus en plus. L'ingénierie sociale, le rançongiciel, les attaques sur site web, les réseaux sociaux, les mots de passe. Ça, c'est déjà ce qui est établi dans notre support. Donc, on peut aborder déjà ces thématiques-là. On a déjà le contenu. On va continuer à l'enrichir et on va retrouver un panel de bonnes pratiques et de liens, donc soit vers Cyberhawk, soit vers d'autres portails qui donnent de l'information. Et aujourd'hui, on avait décidé de vous faire, pour vous montrer un petit peu le contenu de ce qu'on a dans notre support, de vous faire un petit focus sur la thématique de l'ingénierie sociale. Ouais. Donc déjà, pour commencer, un petit quiz. Est-ce que vous savez déjà ce que c'est que l'ingénierie sociale? Donc là, dans les 4 réponses qu'on vous propose, donc la première, donc un modèle d'ingénierie participatif. Donc la seconde, un programme présidentiel. La troisième, une technique de manipulation. Et la quatrième, un domaine de recherche en sociologie. Je ne sais pas déjà dans la salle déjà si... Ah, on en a beaucoup qui votent. On a le 3, pas mal. On a du 3. Je vois un 5 là-bas, donc ça doit être une erreur. Donc pour le 3, ok. Donc une technique de manipulation, en effet, donc c'est la bonne réponse. Et du coup, Victor va nous faire un petit focus sur ce que c'est que l'ingénierie sociale. Ouais, je vais parler de cette typologie de fraude en essayant de rester simple, en fait. Donc du coup, c'est un scénario de fraude qui est en très forte augmentation, qui n'est pas nouveau. Depuis, ça fait plus de 30 ans qu'il y a de l'ingénierie sociale. Mais il y a des évolutions, on va dire, réglementaires qui font que maintenant, pour envoyer un paiement, vous devez utiliser de votre biométrie, ce qui fait que l'usurpation est plus compliquée pour les fraudeurs. Donc, l'objectif de la fraude, c'est vous manipuler pour que vous nous donniez votre argent. C'est souvent l'argent, on va dire, des fois c'est des datas, de la recherche, mais c'est en général de l'argent. Donc, vous avez tous, là, je pense, dans la salle, l'impression d'être suffisamment armés pour ne pas vous faire avoir. C'est pourtant le scénario de fraude qui augmente considérablement, dans des volumes énormes, partout sur la planète. C'est les plus gros préjudices qu'on a, en fait. Et puis pourtant c'est extrêmement simple, c'est juste du bon sens. Donc il y a des entreprises, je suppose, dans la salle. Si je voulais vous voler votre argent, qui c'est que j'essaierais d'attaquer dans l'entreprise? Qui c'est qui peut me donner l'argent? Voilà, le comptable. Donc là, vous allez retrouver les 2 scénarios de fraude, on va les citer rapidement un peu après. Les plus courants de l'entreprise, c'est la fraude aux fournisseurs. C'est faire croire au comptable qu'un numéro de compte, enfin un IBAN a changé pour qu'il envoie l'argent à un mauvais endroit. Donc là, les scénarios sont de plus en plus élaborés. Il ne s'agit pas de le rencontrer. Enfin, il ne s'agit pas d'envoyer un mail de type spam, quoi. Ça demande justement de l'ingénierie sociale. Il faut connaître le nom du comptable. Il faut connaître ses contacts au comptable. Un vrai fournisseur. Si vous travaillez dans les satellites, que je vous envoie une facture de grains de maïs, ça ne va pas marcher. Non, mais c'est bête. Mais donc, il y a de l'ingénierie derrière. Donc, la personne a étudié l'entreprise et elle envoie une facture qui a l'air légitime, souvent avec un faux numéro de contact, voire mail avec un peu de typo-squatting qui ressemble au mail d'origine du contact habituel. Et elle va indiquer un changement de coordonnées bancaires. Et comme ça, tous les jours, on a beaucoup d'entreprises qui se font frauder, on va dire. Par exemple, cette fraude aux fournisseurs, c'est une entreprise? C'est ce que tu allais dire? Non, en fait, oui, mais la première chose, c'est tu as parlé de typo-squatting et je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est. Oui, c'est une bonne remarque. Typo-squatting, c'est faire croire qu'on est, par exemple, Google, mais on a changé qu'un caractère, avec des caractères spéciaux extrêmement rares, un rond avec un point au milieu. Donc, on usurpe une marque connue.
en changeant juste un caractère. Et c'est transparent, Oui. c'est compliqué pour vous. Le problème, c'est que le cerveau, en fait, humain, si vous lisez un mot travail avec 3 L, vous n'allez pas le voir. Le Voilà. cerveau, il a corrigé, vous en êtes pas rendu compte. Et les attaquants exploitent Voilà. notre adaptabilité, malheureusement. J'allais juste rebondir. Moi, le dernier exemple que j'ai vu, c'est impôt.gouv.fr avec impôt IN et pas IM. Voilà. Et effectivement, quand on le lit, on lit impôt, on ne se pose pas la question. Tu as le cas du NR aussi, qui, en fonction de la typo, ressemble énormément au M, qui est encore plus fourbe. Voilà, donc l'ingénierie sociale va consister à manipuler suffisamment le comptable pour qu'il me donne son argent. En fait. Et donc, et du coup, pour y arriver, ça demande beaucoup de travail en amont. On parlait du comptable, l'autre fraude la plus connue, c'est celle au président. C'est-à-dire que le comptable, lui, des fois, il agit aussi sur ordre hiérarchique. C'est un peu trop le cas avant, on va dire, et du coup, ça, c'est une faille dans toutes les entreprises. Donc, si on usurpe le mail où on se fait passer pour le PDG, le président, et qu'on écrit au comptable « dépêche-toi de me faire un virement », ça, c'est la fraude au président. Et c'est la fraude qui marche le mieux dans le monde, en fait, on va dire. Par exemple, Pathé, il y a 2 ans, ils ont perdu 17 millions d'un coup. C'est pas... Ils en ont encore parlé cet hiver pour des mutuelles. Faut dire que dans les grosses structures, par contre, sur ce coup-là, ça peut être pire, parce qu'il y a tellement de strates qu'avant que quelqu'un se rende compte qu'il y a une fraude, il peut se passer du temps. Et vous pourrez chercher le cottage de Flandre. Je suis désolée de les mettre en avant, les pauvres. La comptable a reçu des ordres pour faire un projet. C'est un bailleur social, donc elle avait reçu un mail comme quoi il y avait un projet secret, bien sûr, de construction de nouveaux bâtiments en Pologne, ou en tout cas dans un pays qui n'était pas en France. Donc il y avait un avocat qui n'était pas en France qui devait gérer le projet. Alors attention, les escrocs, c'est des vrais escrocs, c'est-à-dire qu'ils ne font pas que envoyer des mails, ils appellent. Et ils mettent la pression sur les personnes, ils leur parlent, on vous appelle, on vous fait confiance, il faut que ça soit fait. Ils appellent le vendredi à 17h, parce que comme ça, on va mettre du temps à se rendre compte qu'il y a un problème. Et en tout cas, pour le cas du cottage de Flandre, il y a eu 23 versements de 400 000 € avant que quelqu'un se rende compte de quelque chose. C'est juste pour vous donner une idée. Franchement, on ferait ça dans un film, on dirait n'importe quoi, ça ne peut pas marcher. Et malheureusement, ça marche. Donc voilà. Donc ça marche très bien. Alors là, on parlait un peu de l'entreprise, bien sûr, où donc faut être très vigilant. Les comptables, je pense qu'ils le sont jamais assez, parce qu'on a beau, la preuve, il y en a tous les jours, et tout le monde est au courant, vu que ça fait plus de 30 ans que ça existe. Ça a été inventé d'ailleurs par un Français. Des fois, on a des idées en France. La fraude au président. Quelqu'un le connaît dans la salle? Vas-y au fond. Ah, et donc le Français, qui a inventé, c'est Chicly, Gilbert Chicly. Mais donc, il y a eu un film. Et Il y a eu un film qui ouais. s'appelle... Qui connaît le titre du film qui raconte l'histoire? Monsieur Dodini, délégué de l'Annecy, je vous écoute. Ça s'appelle « Je compte sur vous ». Bravo. Vous pouvez chercher le film, regarder, ça va être extrêmement intéressant. Souvent les fraudeurs, il est extrêmement créatif. Ouais. Donc quand il a été arrêté, il s'embêtait, il voulait quand même de l'argent. Donc depuis la prison, il a fait un film sur sa vie. Et du coup, il gagnait encore de l'argent en prison. Donc voilà, ce sont des personnages particuliers. En tant que... Du coup, là, on parlait de l'entreprise en tant que particulier. Vous pouvez être victime aussi de manipulation dès lors que les attaques commencent souvent par un phishing. Vous donnez à quelqu'un un peu de vos données, donc je sais qui vous êtes, votre nom, prénom, éventuellement votre date de naissance, et après je vous appelle. Je dis bonjour, vous êtes bien, confirmez-moi que votre date de naissance c'est ça. Là vous êtes en confiance et je vous fais faire n'importe quoi. Et donc vous me faites des virements concrètement, on en a là aussi tous les jours chez les particuliers. Je pourrais éventuellement aussi commencer par des... en ce moment, tout le monde veut acheter du bois, il commence à faire frais. Je fais un faux site de bois, voilà. Un site de bois qui marche. Comment faire un site de bois qui marche? Vous prenez, je ne sais pas, un site déjà connu, vous mettez recherche de bois, vous volez le vrai site, vous achetez sur le darknet de quoi l'indexer pour qu'il monte en tête de gondole, vous mettez votre numéro de téléphone, des logos qui vont bien, c'est bio, c'est tout ce que veulent les gens en fait. Et je mets mon numéro de compte, une autre faille, parce que là, le compte, c'est une donnée personnelle, c'est le secret bancaire. Donc vous ne pouvez pas savoir, quand vous saisissez mon IBAN pour me faire un virement, si c'est réellement l'entreprise derrière ou si c'est moi. C'est aussi une des failles du système. Il n'y a aucun moyen de savoir. Donc là, en ce moment, c'est la saisonnalité de la fraude. On a beaucoup de gens qui se font frauder sur l'achat de bois. On en voit, mais par exemple, à Pâques, c'est sur l'achat de Pâques, ou pour l'achat des locations estivales. Les fraudeurs ont toujours l'idée de l'actualité, quoi. En ce moment, vous devez utiliser vos comptes de formation. Il y aura beaucoup de fraude aux faux comptes de formation. Vous devez... je ne sais pas. Donc, c'est à vous d'être vigilant. Ils sont très inventifs. Et là où il y a de l'ingénierie sociale, c'est dans le côté marketing. On sait très bien, ils savent très bien ce que vous voulez.
Souvent, ils mettent un numéro de contact pour vous rassurer, vous échangez. Si on usurpe une vraie marque, et en plus vous allez chercher sur le net, tout le monde en fait tous pareil. Hein. C'est quoi cette marque? Elle existe, elle aura que des notes positives, donc vous ne verrez rien venir. Ça, c'est le problème des algorithmes d'indexation de certains moteurs de recherche que je ne citerai pas et qui font monter des portails et des sites qui ne sont absolument pas légitimes parce qu'il y a des histoires de notation, de visibilité. Bon, mais ça, c'est le problème du système. On n'y peut rien et on subit. C'est ça. Donc voilà, donc, tout ça pour vous dire de rester vigilant, serein, de ne pas agir dans l'urgence dès qu'il s'agit d'un paiement. Faut redoubler de vigilance en fait. Tout le monde est faillible. Je vous dis, même les boîtes les plus sécurisées, y compris en France, il ne faut peut-être pas en parler, mais par exemple, de grandes boîtes de sécurité en France sont fait abuser par des fraudeurs déguisés en faux Le-Drian. Parce que pour eux, l'autorité dans la défense, ça peut être le ministre de la Défense. Donc il y a des pays d'Afrique qui ont été fraudés avec ça, des gens qui se déguisaient comme dans les Guignols de l'info, mais en mieux, comme s'ils étaient Le Drian, ils demandaient on a besoin pour la coopération franco-africaine en urgence d'un virement. Et ça marche, en fait. On gagne plusieurs millions. Donc si des entités, on va dire, aussi sécurisées que ça, bien plus que nous, se font avoir, c'est que personne n'est à l'abri. Voilà. Oui, on a un petit exemple aussi des vecteurs qui facilitent aussi justement pour les fraudeurs ce type de recherche et d'attaque. Une fois qu'ils ont eu les informations, aujourd'hui on a de plus en plus d'informations à travers la téléphonie et la téléphonie sur IP, donc qui permet aussi de collecter plein d'informations, mais aussi quand on sait l'utiliser, de masquer qui on est vraiment. Donc c'est plus facile avec ces technologies-là, comme usurper un mail, d'usurper une identité et un numéro. Et on a aussi justement l'usage qui marche encore dans certains corps de métier du fax. Donc envoyer un fax à travers une plateforme internet pour qu'il arrive à un endroit, c'est assez facile, c'est à la portée de n'importe quel outil, et donc c'est autant de mesures qui pour les fraudeurs et pour monter des arnaques en fait leur permet de vraiment savoir, d'avoir des vecteurs où on n'a aucune possibilité quand on reçoit l'information de contrôler, de vérifier directement qui est l'émetteur. Donc c'est pour ça qu'on disait, que Victor le disait, un des principes c'est de ne pas traiter l'urgence, et chaque fois qu'on peut, d'essayer de faire une vérification de la source et d'où vient l'information et la demande. Il y a des exemples de fausses bonnes idées qui font baisser la vigilance, notamment dans mon milieu à moi, les conseillers, par exemple, à une époque, pour faire gagner du temps à tout le monde, quand un client appelait son agence, on voulait que remonte une sorte de fiche client où la personne était authentifiée. Comme ça, on dit « Bonjour, monsieur, tout de suite », donc ça va bien et ça fait gagner du temps. Sauf que le numéro appelant, il peut se maquiller. Donc il y a des fraudeurs qui appelaient. Donc là, le conseiller voyait la fiche du client. Et du coup, pour lui, c'était le client en face, quoi. Donc on a vite abandonné cette fausse bonne idée. Voilà. Et c'est arrête-moi si tu peux, en fait. Dès qu'on a effectivement une bonne idée de sécurité, elle va être d'ailleurs, la biométrie, c'est déjà, heureusement, c'est confidentiel parce que c'est compliqué à faire. Mais c'est déjà détourné aussi pour les VIP. Donc, voilà. Ouais, donc en fait, maintenant, quand il y a une fiche client, peut-être, je ne sais pas si ce qui... Il n'y en a plus. Ah oui, mais, moi, je vois, par exemple, par rapport à l'assurance rappelle sur le numéro qui est associé au compte. Et ça, c'est contre-mesure. Dès qu'il y a quelque chose on va dire, une modification de quelque chose de sensible, que ce soit un numéro ou un virement ou un IBAN, il faut appeler, et pas sur le numéro du mail ou du fax, on ne peut pas le croire. Tout mail peut être usurpé, tout fax peut être faux. En fait, il faut rappeler sur le numéro qui était anciennement connu, pas celui que vous voyez sur le... C'est la seule contre-mesure efficace. Voilà, c'est exactement ça. C'est vraiment passer par un autre canal pour contacter. Alors, par exemple, là, on vous a mis un petit peu le point, en fait, qui est vraiment essentiel et qui échappe à beaucoup de gens. Et on en parlait ce matin sur la table ronde sur la gestion des risques. On a un ensemble de données qui sont associées à nous par rapport à ce qu'on fait. Donc on est sur Internet, on va sur les réseaux sociaux, alors au niveau professionnel, et puis on va communiquer un certain nombre d'informations. On va sur nos réseaux personnels et on va communiquer un certain nombre d'informations. Et en fonction de notre position, en fonction de avec qui on travaille, en fonction d'un intérêt qu'on pourrait avoir pour des escrocs, pour des pirates,
tout dépend de l'objectif, eh ben, ils ne vont pas hésiter en fait, à aller sur ces réseaux sociaux et à regarder s'ils captent une information qu'ils vont pouvoir exploiter. Donc, on vous parle de Facebook, de Twitter, infogreffe et tout. Effectivement, ça peut être une problématique. Si vous allez sur société.com, vous savez qui est le dirigeant, vous avez sa date de naissance, enfin, vous avez son adresse personnelle, enfin, des informations en fait où on ne se rend pas forcément compte qu'il y a une exposition et que des pirates vont pouvoir l'exploiter. Typiquement, je pense à des petites entreprises qui vont communiquer qu'elles ont un nouveau partenaire, elles travaillent avec un nouveau prestataire. Que va faire un escroc? Il va appeler le prestataire, il va se faire passer pour l'entreprise qui vient de communiquer et il va dire « Oui, je suis votre client machin, par rapport à la dernière facture, on ne la retrouve plus, est-ce que vous pouvez me l'envoyer à telle adresse ?» Le prestataire, il a envie d'être payé, donc il envoie la facture, sauf qu'il n'envoie pas la facture au vrai client, il envoie la facture à l'attaquant. L'attaquant prend la facture, et il écrit au client et il dit « Je suis votre prestataire machin, le RIB pour me payer a changé, je vous écris par rapport à telle facture. » Le client, on lui cite la facture qu'il a contractée, enfin qui correspond à la commande qu'il avait avec le prestataire. Comment vous voulez qu'il se méfie? Donc il se dit « Bah oui, c'est légitime ». Et donc, il va payer. Et on a eu, enfin, il se trouve que via Cyberrock, parfois les gens, enfin, nous, c'est notre objectif de répondre aux demandes d'assistance en cas d'incident, mais on n'a pas complètement mis en place, c'est un projet, mais malgré tout, des gens nous écrivent déjà. Et au mois de juin, j'ai une personne qui m'a contactée et qui était consternée, enfin, qui était dans une situation critique parce qu'en fait, c'était tout à fait ça. Des escrocs avaient identifié qu'elle avait fait une commande d'une machine à un prestataire. Et les escrocs lui avaient envoyé un nouveau RIB pour qu'elle paye cette machine. Et malheureusement, l'argent était parti dans un autre pays, on ne pouvait plus rien faire. Et le prestataire n'allait pas livrer la machine puisque lui n'avait pas été payé. Et donc, on est dans une situation qui est inextricable. Et on peut penser, pour une petite entreprise, des montants de 30 000, 40 000 euros, c'est catastrophique. C'est hyper dur à retrouver, quoi. Ouais, c'est pire que les 17 millions de Pathé. Oui, c'est-à-dire que Pathé, il a des investisseurs, donc Fraude au président, ouais, c'est compliqué. L'argent, il part même souvent hors d'Europe. Donc, en tout ça, juste pour dire attention aux informations aussi qu'on laisse. C'est pas facile à gérer, mais il faut essayer d'avoir la maîtrise de ces données, et même au niveau personnel. Puisque malheureusement, on a des gens qui se font attaquer à titre personnel. Alors, il y a un truc simple, cybermalveillance, ils ont un petit autocollant où vous voyez un petit bonhomme, vous regarderez un peu la campagne de publicité de cybermalveillance, et il y a un petit bonhomme qui dit « Je suis en vacances ». Et bien ça, dans la réalité, il y a des personnes qui regardent qui met sur les sites, sur Facebook ou des réseaux sociaux, le fait qu'ils sont en vacances, surtout s'ils sont loin et injoignables, et ils vont aller cambrioler les maisons, tout simplement. Enfin, on est sur quelque chose de très simple, quoi. Et alors là, vous pouvez décliner ça, et après... moi, personnellement, la chose qui m'inquiète le plus, c'est les jeunes et toutes les informations qu'ils mettent sur eux et qui les rendent vulnérables. Bon, je m'arrêterai là, on va pas... Non, mais on peut parler pendant 2 heures. Voilà, et donc l'ingénierie sociale, ils font vraiment des recherches, ils font vraiment de la recoupe d'informations, et aujourd'hui, c'est un peu ce que montre très rapidement, parce que là, on a été très léger, mais la source d'information, comme on l'a dit, qu'on dépose partout, donc certaines, infogreffe, quelque part, c'est un peu une obligation. Mais on va en avoir sur les profils et sur les réseaux sociaux dits professionnels. On va en avoir sur les réseaux plus publics. Mais comme le disait Caroline, on va avoir des fraudeurs qui vont aller surveiller, se dire là, le président, il est parti 15 jours en vacances, il est à l'autre bout de la planète, il ne va pas être joignable parce qu'il est en safari ou en trek, machin. C'est peut-être un peu le moment de rappeler la secrétaire ou le comptable et lui dire au fait j'ai du réseau pendant un quart d'heure, mais il faut vraiment qu'on passe le virement, j'ai reçu le go, on a le nouveau marché, et voilà, c'est plié. Et vraiment, c'est aujourd'hui, ils ont des scénarios et des idées improbables, et des fois plus ça paraît, plus avec le recul ça nous paraît improbable de se faire avoir sur ce genre de choses, et plus ça marche. C'est ça qui est impressionnant, donc il faut toujours faire très attention. Là, dans le monde bancaire, on a beaucoup d'attaques de 2 types là, ces temps-ci. La première, c'est dès qu'on a un peu de données sur vous, notamment votre téléphone, votre nom, prénom,
C'est vous êtes appelé, les gens se font passer pour le support de la banque, on vous fait croire qu'il y a des fraudes en cours et finalement vous payez les fraudeurs. Voilà, ça c'est la base. Donc ça, il y en a tous les jours et toute banque. Donc on est ex aequo. Et bon, enfin, ouais, je vais peut-être pas toutes les décrire, mais voilà, ça marche bien, donc ça demande quand même qu'ils aient réussi à faire un phishing avant pour avoir suffisamment de données pour essayer de vous attaquer. Ça marche pas toujours, mais ça marche souvent. Vous n'êtes pas habitué à avoir un appel un peu perso, on vous appelle par vos noms, prénoms, on connaît votre date de naissance, donc vous vous faites complètement avoir, quoi. Voilà, il y en a plein, il y a des faux prêts, des tests techniques. Ouais, c'est ça, on vous fait faire des tests. Voilà, on a un peu parlé. Les tests techniques, c'est un exemple assez intéressant, c'est-à-dire qu'on vous appelle, ils arrivent à se débrouiller pour que vous ayez une espèce d'image qui apparaît, qui vous fait croire qu'il y a un problème sur la machine. Ils vous font payer pas cher. Enfin, l'entreprise, en fait, elle débourse pas beaucoup. Donc là, par contre, ça l'impacte pas, j'ai envie de dire, financièrement. Et puis bon, voilà, le problème a l'air résolu. Simplement, le problème, c'est que ça alimente les comptes des pirates, et donc on reste toujours dans une économie qui perdure et qui est rentable. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on alerte, parce que si on peut essayer de couper le robinet complètement aux pirates, ça serait vraiment pas mal. Oui, parce que c'est des petites sommes, mais c'est des petites sommes qui sont répétées. Ouais. Et justement, comme ça coûte pas cher à l'entreprise ne met pas toujours les moyens pour que ça ne se reproduise pas. Et c'est un peu l'effet boule de neige. Ça peut être aussi une occasion pour certains, avec un faible coût, de pouvoir aussi compromettre des équipements, donc avoir un premier pied dans l'entreprise et ensuite préparer une attaque plus volumineuse et plus méchante, du coup. Tout à fait. Du coup, c'est quoi les choses à retenir sur l'ingénierie sociale ? Oui, donc toujours vérifier la provenance des emails que vous recevez. Donc ça, c'est du b.a.-ba, mais c'est bien s'il y a un historique. Et c'est pas suffisant parce que votre interlocuteur a pu se faire usurper sa boîte mail. D'ailleurs, ça c'est un des scénarios très classiques. Donc du coup, faut se méfier de toute demande en fait, même si c'est le mail légitime. Alors si c'est pas légitime, vous avez plus de chances de le détecter. Dès qu'on vous demande un changement dès que vous devez faire un virement, si vous n'avez pas la personne en face qui vous demande de faire le virement, essayez de faire un contre-appel parce que sinon, sur la ligne pas indiquée par le message, sur la ligne que vous connaissez d'avant. Parce qu'il y a beaucoup de chances de probabilité que ce soit de la fraude. Alors surtout dès qu'il y a une bonne affaire sur Internet, comme je vous dis, bientôt il y aura les faux sites de Black Friday, les faux sites de Noël. Enfin, c'est vraiment saisonnier. On devance vos envies en fait. Voilà, si une offre est trop belle pour être vraie, elle l'est probablement. Bon, alors pas toujours. Là, c'est un peu compliqué, mais c'est l'appât du gain. C'est la base de ce type de fraude en fait. Hein. C'est ce qui vous entraîne dedans, ce qui vous fait avoir. Privilégiez, si vous pouvez, des favoris, parce que si vous cliquez sur le favori, vous tomberez pas sur des faux sites au nom des marques que vous connaissez, qui parfois arrivent à être indexés. En général, maintenant, c'est de plus en plus protégé, mais des fois, on en voit en tête de gondole qui sont des faux, quand vous cherchez même sous Google ou autre. Moi, je serais très enclin à dire c'est une bonne pratique de tout en général, c'est ultra sécuriser votre messagerie perso, c'est la base de tout. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui se font usurper leur messagerie perso. On connaît tous vos clients, vos fournisseurs, vos contacts, et votre conseiller bancaire. Et après, les gens qui subissent ça, ils ont 1000 scénarios de fraude dans la foulée. On sait tout de vous. En fait, on a tout. On peut réinitialiser tous vos mots de passe d'autres sites. Enfin, il y a tout. Donc, quand votre messagerie est piratée, utilisez vraiment un mot de passe un peu compliqué, robuste, et pas le même qu'ailleurs pour votre messagerie. Ça, c'est la base. Vérifiez toujours les liens. Alors les liens, ça pourrait faire l'objet d'une autre thématique. Quand vous passez la souris sur un lien, vous voyez bien les noms de domaine. Ça demande un peu d'attention. Alors aujourd'hui, on reçoit encore des fois malheureusement des liens légitimes avec des noms farfelus. Ça va disparaître parce qu'il y a de plus en plus d'attaques de ce type-là. Donc essayez de bien vérifier que les liens vous paraissent plutôt corrects. Avant de cliquer, c'est de moins en moins utiliser le fait de vous faire passer par des liens. Dans les nouveaux scénarios d'attaque, d'ailleurs, il y a les QR codes aussi. C'est très à la mode, on en a là, vous voyez. Mais moi, si je mets vous avez tous été piratés en rentrant dans la salle. Si je mets un QR code, en fait, ça redirige vers un endroit. En fait, si je mets un QR code qui va vers une URL sur un site frauduleux, c'est déjà des attaques qu'on a. En fait. Donc, je pense que ça risque d'être aussi très limité l'usage des QR codes bientôt. Et c'est ce que tu as dit tout à l'heure aussi, le côté privilégier les favoris. Dès que vous avez un doute, au moindre doute, ne pas cliquer sur le lien qui est fourni dans le mail que vous avez reçu, mais aller directement sur le site. C'est le cas des banques. Souvent, les banques
suggère plutôt d'aller se connecter à l'interface de la banque que de suivre un lien et donc essayer de communiquer le moins souvent avec des liens dans les mails pour que les gens prennent l'habitude de passer par le site directement. Et dans ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, et qui était le deuxième point là, sur lequel on est passé, c'est, j'ai tendance à dire, moi, qu'à part dans le monde de la santé, c'est jamais une question de vie ou de mort. Donc, quand vous avez une demande d'urgence, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir. Est-ce que c'est vraiment si urgent que ça? À qui je peux demander conseil? Est-ce qu'il faut vraiment? Est-ce qu'on a de l'information ailleurs? Parce que c'est quand même très très rare que l'information, il n'y ait qu'une seule personne dans l'entreprise qui l'ait, même si c'est top secret. Donc pensez au contre-appel, à vérifier la demande, est-ce qu'elle est vraiment légitime? Et d'autant plus, si on vous dit c'est urgent, il faut le faire immédiatement dans la minute qui suit. Il n'y a pas de cas de figure où c'est dans ce cas-là. À moins que vous soyez surtout si vous êtes comptable, joueur en bourse, quoi, à moins que vous soyez trader. Les traders peuvent avoir de l'urgence. Dans le monde de la santé, il y a de l'urgence, mais c'est à peu près tout. Tout le reste, on est rarement à l'heure près. Alors moi, je rajouterais quelque chose. En fait, ce qui est très important, c'est il faut s'informer. Vous regardez les actualités, vous vous informez sur d'autres sujets. Et ben, la cybersécurité aussi, il faut s'informer. Donc, il y a des alertes. Donc, sur cybermalveillance, vous avez des alertes de sécurité. Nous, sur Cyberrock, on essaye de rassembler les alertes, disons, qui vont toucher les plus petites entreprises et les personnes, enfin, les gens à titre personnel. Par exemple, en ce moment, on a une campagne de SMS qui vous dit que votre colis a un problème de livraison et qu'il faut cliquer et repayer genre 10 centimes. Bon, au final, il y a 1 500 € qui partent de votre compte. Mais voilà. Donc, mais ça, si on ne le sait pas, il suffit qu'ils en envoient 50 000 des SMS. Et dans le tas, il y a forcément des gens qui vont avoir commandé sur le site dont on parle, qui seront avec ce transporteur-là et qui vont croire à un message légitime. Et ça marche très très bien. Donc en sachant, en s'informant, on sait qu'il y a ces campagnes d'attaque. Donc c'est vrai que ça suit les saisons, les fêtes, etc. Et ben on est forcément un petit peu plus attentif quand on reçoit un mail qui vous dit que vous ne pouvez plus. Là en ce moment c'est le compte personnel de formation. Enfin, voilà. On se dit ah oui mais il y a une attaque donc je vais regarder un peu plus en détail. Donc ça peut être bien de vraiment suivre les alertes au fur et à mesure. Et c'est pour ça que alors là je fais un peu de pub pour moi pardon. Enfin pour le centre Cyberrock. Mais c'est vraiment l'idée, hein, c'est de vous informer parce qu'il y a vraiment des actions qui sont faites pour donner l'information, mais après, voilà, il faut que ça atteigne tout le monde. Le mail, nous avons un trop perçu en votre faveur, méfiez-vous. On va dire c'est faux dans la plupart des cas. Voilà. Tu peux dire 100% parce qu'ils ne le font pas par mail. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas, on peut passer aux questions. Oui, donc la question est, je répète pour les interlocuteurs distants, est-ce qu'il y a un moyen de vérifier que le site n'est pas frauduleux au moment où on accède sur le site, c'est ça? Alors il y a des outils qui arrivent qui permettent d'automatiser, on va dire, parce que ça peut être fait, mais c'est un peu compliqué, qui permettent de justement scorer les sites, notamment en fonction de l'ancienneté de déclaration, le pays où il est déclaré, ou des choses comme ça. Voilà. Donc c'est des choses qui vont se généraliser, je pense, parce qu'effectivement là on est dupé trop facilement en général, enfin en tant que particulier. Hein. Donc voilà. Et on peut faire aussi comme genre Instagram ou comme ça, par des comptes certifiés, des sites certifiés, justement, que quand on arrive sur le site, s'il n'est pas certifié, bah, ça nous indique que ce n'est pas un site viable. Alors c'est tout à fait ça, mais ça va. En fait, c'est un éternel recommencement parce que à une époque, quand on a mis le petit verrou sur les URL, bah, maintenant il y a des sites frauduleux avec un petit verrou, ou le HTTPS, ou là, il suffira, on va dire, à un fraudeur d'acheter une marque qui avait déjà eu sa certification sur son site et tu mets. Oui, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Hein. C'est exactement ça, les bonnes idées. Il faut être vigilant sur les URL. C'est tout à fait ça, mais c'est pas simple. Il y a une autre question, Paul.
Alors, si j'ai bien compris, la question, c'est est-ce qu'on peut généraliser Non, mais justement, j'essaye de résumer, parce que bon, vous n'avez pas entendu, chers spectateurs qui sont à distance, mais c'était une question très longue. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut généraliser la notion de double facteur, en fait, c'est ça, d'authentification à double facteur, dans tous les cas, en fait, sans être forcément dans une forme d'authentification, mais une sorte de forme de vérification. Un deuxième facteur. Mais c'est un peu ça, je pense que c'était un peu la... Je pense que déjà dans les entreprises, dès lors qu'il y a une modification, une création d'IBAN, il doit y avoir ce type un peu de procédure. Hein. Ça peut être une des contre-mesures, quoi. Vous voyez. Donc oui, pourquoi pas. Après, il faut garder la fluidité. Enfin, vas-y. Mais non, c'est ça. En termes de bonne pratique, oui, c'est ce qu'on dit souvent, essayer de faire un contre-appel pour déterminer est-ce que la personne en face que j'ai, mais c'est pas en soi juste le contre-appel, c'est ce que disait Victor tout à l'heure, c'est être sûr de, quand on va faire le contre-appel, qu'on est bien vers la personne qu'il faut. Et donc, justement, donc, de ne pas reprendre le dernier email qui donne le nouveau numéro de téléphone ou le téléphone qui s'est affiché quand même à appeler. Donc ça, c'est effectivement une chose à faire. Aujourd'hui, il y a peu de mécanismes automatiques qui existent. Typiquement, quand on prend... n'importe quel, parce qu'on parlait des colis ou des livraisons et de l'arnaque qui a en ce moment sur les SMS, enfin depuis quelque temps. Moi, j'en reçois à la maison, j'en ai reçu en entreprise. J'ai jamais eu, avant que lui m'appelle, le numéro du livreur. Donc, s'il n'y a pas des choses qui se mettent aussi de l'autre côté, ben aujourd'hui, il n'y a pas de moyen de contrôle. Pour savoir est-ce que c'est bien le livreur UPS ou Colissimo ou je ne sais pas quoi autre qui m'a envoyé le message pour me dire qu'il faut que je clique sur tel lien, ben j'ai pas de moyen. Donc après, on peut toujours aller essayer de se poser la question et d'aller chercher de l'information, mais c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Dès qu'il y a un effort à faire, il y a un moment donné où ben on le fait plus parce que c'est légitime. On a une journée on a une longue journée, on est fatigué, on est malade, on n'a pas le temps parce qu'on a une urgence. Ben on a moins de vigilance sur ces éléments-là. Donc aujourd'hui, moi je connais pas de solution qui permette de faire ça de manière quasi systématique. Après, c'est ce que disait Victor. En fait, c'est un appel à l'innovation. Là. Voilà, c'est ce que disait Victor, c'est pour l'instant, aujourd'hui, inculquer des bonnes pratiques, se dire qu'il n'y a pas d'urgence et essayer systématiquement de le faire. Et au moins dans les entreprises, un changement de paiement de mode de paiement doit mener, ça ne résoudra pas tous les problèmes, mais ça peut déjà en enlever, doit amener une vérification. Oui. En France, il doit y avoir 7 ou 8 grosses banques. Est-ce qu'elles n'ont pas des options où, par exemple, on peut leur demander de bloquer par défaut tous les comptes à l'étranger? Et du coup, on évite un grand nombre de cas de figure. Je ne peux pas tout dire, mais dans le monde bancaire, il y a la zone CEPA. Donc, la plupart des fraudes, l'argent est exfiltré sur des comptes à l'étranger. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas des façons d'automatiser, on va dire, des blocages ou des temporisations? Alors, vers ces comptes-là. En fait, la loi, enfin nous c'est très réglé, en fait, hein, c'est du réglementaire. La loi fait qu'il y a la zone CEPA, en gros, c'est l'Europe élargie. Et on doit pratiquer l'instant de paiement. Donc, c'est-à-dire que maintenant, vous saisissez un virement, faut qu'il parte immédiatement. Ce qui a beaucoup réduit nos capacités de lutte contre la fraude. Ça, sinon, on ne respecte pas la loi, donc on n'a même pas le droit d'être une banque. Et du coup, il y a eu en effet à des moments, impulsés par des moteurs d'intelligence, on va dire, artificielle, un peu de discrimination de certaines banques étrangères, françaises d'ailleurs aussi, qui pratiquaient plutôt ce qu'on appelait l'entrée en relation à distance. On ne voit pas la personne, elle a ouvert des comptes en ligne, donc ça c'est une aubaine pour les fraudeurs. Je ne sais pas si je suis peut-être trop spécialisé. Et là, les moteurs discriminaient un peu ces établissements-là. Et là aussi, ce n'était pas réglementairement conforme, on va dire. On ne peut pas discriminer un autre établissement, quand bien même il héberge des fraudeurs, finalement. Donc, ce sont des sujets compliqués. On n'a pas le droit, en fait. Pour répondre à la question, on ne peut pas bloquer N26 ou Revolut, enfin, je cite elle, ou Bunk aux Pays-Bas, ou des banques comme ça. Et en plus, moi je travaille pour un groupe, il y a plus de 20 millions de clients, donc il y a des gros risques, quel que soit le moteur de détection de cas suspects. Il y a trop de cas, quoi. Enfin, on va avoir 10 000 cas par jour, ce qui est rien par rapport au volume.
Et il n'y a pas les capacités de traiter 10 000 cas potentiellement suspects, quoi. Donc on a effectivement des programmes de recherche pour de la prédictibilité, de nouveaux comptes. S'il y a un compte qu'on n'a jamais vu la taille de notre établissement, on pourrait imaginer que ça devienne un peu une opération un peu plus surveillée que les autres ou des choses comme ça. Voilà. Et voilà, pour résumer, on peut pas, enfin, les établissements bancaires sont soumis aussi à la réglementation européenne donc qui est dictée. Donc il y a ces règles-là où on ne peut pas le bloquer. Vers d'autres destinations, il y a un peu plus de délai, mais en soi, comment arriver la problématique, elle va toujours venir parce que c'est ce qu'on disait, ils sont très inventifs. Donc, s'ils doivent passer par un compte intermédiaire, ils arriveront à passer par un compte intermédiaire. Il y a toujours des mouvements vers d'autres pays qui sont légitimes, et donc c'est arriver à trouver ce juste milieu. Et à mon sens, c'est une fausse bonne idée de déporter cette problématique uniquement sur l'établissement bancaire. C'est pas son rôle. Alors, il doit être sécurisé, il doit faire des éléments, mais il y a des éléments de contrôle qu'il ne peut pas avoir. Et ce serait une mauvaise idée que de tout lui déléguer et de lui laisser ces parties-là. Alors, on a une dernière question en ligne. Avons-nous des risques d'avoir un malware installé à l'insu sur notre téléphone en cliquant sur un lien dans un SMS, et comment se protéger de ce type de situation si elles peuvent se produire? Oui, hein, c'est sûr que oui, voilà. c'est des choses qui... Il y a des antivirus pour smartphone, il faut être très vigilant là aussi, un SMS suspect, c'est le smishing ou des choses comme ça. Donc oui, bien sûr, on a énormément de problèmes avec les smartphones. Ouais. Oui, donc la réponse, clairement, elle est oui. Il peut y avoir des malwares qui s'installent sur les téléphones comme sur les ordinateurs. C'est pas plus sécurisé aujourd'hui. Pendant longtemps, ça n'existait pas, mais c'est le même discours que de penser que on a un Mac ou un Linux, donc on est moins attaquable qu'un Windows. Non, aujourd'hui, c'est pareil. Donc il y a des contraintes plus compliqué sur certains systèmes que sur d'autres, mais s'ils veulent vous attaquer, ils vous attaqueront, donc il n'y a pas de sujet. Faites bien les mises à jour de sécurité. C'est sûr que le jour où il y en a un qui invente le CryptoLocker Apple ou Android, il va être riche, ça va créer des vocations comme d'habitude. Mais oui, ça va arriver. J'ajouterais aussi, outre les liens dans les SMS, méfiez-vous des applications que vous trouvez sur les stores. Tout ce qui va être jeux, notamment les petits jeux, des fois il y a des petits cadeaux avec. Donc même une application que vous allez télécharger, installer volontairement, il peut y avoir des choses avec qui ne vous sont pas forcément dites. Notamment si vous installez une application qui demande beaucoup de droits sur le téléphone. Donc si, je sais pas, si vous installez un jeu qui demande accès à vos contacts, tout le système de fichiers de votre téléphone, votre calendrier et énormément d'informations auxquelles il n'a pas besoin d'avoir accès, ça peut lever une alerte aussi. Donc attention à ça. Maintenant sur les systèmes modernes, aussi bien Android que côté Apple, vous avez dans la partie gestionnaire de vos applications le moyen de ne pas accorder ces droits-là aussi. Donc maintenant, ils ont mis une façon de le gérer qui est assez fine. Donc typiquement sur, je sais pas moi, votre application calendrier, vous allez lui donner accès à votre calendrier, mais peut-être pas à tous vos contacts ou autres si c'est pas légitime, ou à votre caméra, à votre micro, etc. Donc vous pouvez aussi de temps en temps faire un petit tour dans la liste des applications que vous avez, vérifier tous les droits qu'elles ont, désactiver ceux qui vous paraissent pas normaux, on va dire, ou pas utiles en tout cas, et toujours se méfier des applications bonus, on va dire, sur le téléphone qui peuvent parfois faire aussi des actions un peu malveillantes. Voilà. Super, merci. Alors du coup, on va devoir clôturer parce qu'on a déjà dépassé le temps. Il y a quelqu'un qui nous demandait si la présentation serait disponible en ligne. Eh bien, a priori non, parce qu'en fait, l'objectif, c'est que cette présentation, elle va être en constante évolution, parce que du coup, vous le voyez, les attaques ne font que d'évoluer, les technologies ne font que d'évoluer, donc en fait, elle va être en perpétuelle évolution. Donc l'objectif, ça va être plutôt d'aller faire de la diffusion sur des événements et ensuite de donner le support à l'issue des événements, mais en fait, on n'aura jamais une version complètement terminée de la présentation. Enfin voilà, dites-moi si je me trompe, mais j'ai quand même l'impression qu'on faudra venir à tous les ateliers de sensibilisation. Alors, on va sur tout le territoire, donc vous allez faire pas mal de kilomètres. On peut faire un abonnement. Non, mais après, c'est vrai.
Il y aura une retransmission déjà de cet atelier aujourd'hui. Oui, exactement. Donc, je pense que les diapos seront un peu plus visibles. Et c'est que des événements gratuits. Et du coup, les prochaines dates, donc on a déjà un événement prévu en Aveyron fin novembre et un événement à Nîmes le 18 octobre. Donc voilà. Et juste pour les diapos que vous n'avez pas vus dans la salle ou pas bien vus parce que malheureusement Victor et moi on voulait masquer, sur le replay elles étaient diffusées vraiment en grand écran, donc vous pourrez les voir et les lire. Merci sur la partie beaucoup. qui était présentée. Merci, bonne fin de journée. Merci. Merci.